Allez, on démarre cette nouvelle vidéo et aujourd'hui la doudoune est de mise. Dédicace à notre leader suprême Bruno Ier. On fait des économies d'énergie, on écoute les consignes qui nous sont données par justement nos leaders suprêmes. Vous l'aurez compris, hein, c'est pas les économies des Russes qu'on a mis à genoux, c'est bien les nôtres. Alors, pour ne pas continuer justement dans cette même dynamique, on a décidé de tourner cette vidéo, j'ai décidé de répondre à vos questions. Quelles seraient les conséquences économiques d'une troisième guerre mondiale, du coup sur vos économies, sur votre patrimoine. Si j'ai de l'immobilier en France, si j'ai de l'épargne en euros, qu'est-ce que j'en fais? Quel serait l'impact d'une troisième guerre mondiale, d'un conflit entre plusieurs pays ou entre plusieurs blocs de pays sur du coup mon patrimoine, mon épargne? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose pour cela de commencer tout de suite. Alors, on va commencer par l'immobilier, par répondre à cette question qui nous a été posée par un membre de la communauté sur YouTube. C'est si je suis propriétaire de ma maison ou de mon appartement que j'ai acheté à crédit, que se passe-t-il si justement du fait de la guerre, cette maison ou cet appartement venait à être détruit et donc du coup, qu'advient-il de mon prêt immobilier? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce que je reçois de l'argent de la part de l'assurance parce que mon bien immobilier a été détruit du fait de la guerre? La réponse va pas forcément vous plaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de guerre est en général exclu des garanties de votre assurance habitation. Ce qui veut donc dire en fait que votre assureur, en cas de guerre, si justement votre maison, votre appartement est détruit à cause de la guerre, il n'est pas obligé de vous rembourser. En fait, c'est la loi qui dédouane en fait les assureurs de cette prise en charge. Il y a notamment l'article L172-16 du Code des assurances qui stipule en effet que, du coup, sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant 1. de guerre civile ou étrangère, de mines et de tout engin de guerre, 2. de piraterie, 3. de capture, prise ou détention par tout gouvernement ou autorité quelconque, 4. d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves, de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme, et 5. des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, dégagement de chaleur, irradiation provenant de transmutation, noyaume d'atomes, de radioactivité. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, qu'en cas de guerre, vous ne serez pas pris en charge et vous ne serez pas remboursé par votre assurance habitation, d'accord? Donc ça, c'est une exclusion de garantie qu'ils appellent plus ou moins la force majeure, hein. En cas de guerre, du coup, si vous avez plusieurs appartements, que vous êtes investisseur, que vous en avez 10 et que les 10 sont détruits, l'assurance, en tout cas, ne vous remboursera pas. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire que grâce à l'assurance de votre prêt immobilier, si vous veniez à devenir dépressif et que votre état mental et psychique a chuté et décliné gravement à cause des sévices et des dommages qu'ont engendré justement la perte de vos biens immobiliers à cause de la guerre, votre assurance pourrait du coup intervenir et vu que vous avez des problèmes psychologiques, prendre en charge votre crédit pour vous. Bon, dans la réalité, à mon avis, si vous avez la majorité des 10, 15, 20 millions de Français qui deviennent tous fous en même temps, les assurances vont péter un plomb à vous rembourser absolument personne. Mais dans les faits, il y a des petites nuances, parce que dans le passé, il y a eu des indemnisations. Ce qui s'est passé en 1792, quand justement la monarchie constitutionnelle a été renversée en France et a permis justement à la République française de naître en septembre de 1792, il y a un principe de solidarité, de fraternité citoyenne qui a été mis en place, ce qui permet en fait de mettre en place une indemnité pour les propriétaires lésés en cas de guerre, ce qui veut globalement dire que suite à ces moments entre guillemets de révolution, tous les gens qui avaient été lésés, qui ont vu peut-être leur bien immobilier dégradé, se sont vus plus ou moins dédommagés. Et le même principe a été mis en place en fait après la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous ai mis à l'écran le guide des sources sur les dommages de guerre, que je vous mets, et le lien je vous le mettrai en description, vous pourrez aller fouiner un petit peu ce qui s'est passé, et globalement ce guide, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne en gros ce qui s'est passé pour dédommager les personnes pendant les différents conflits qu'ont connu la France, du coup entre le 19e et le 20e siècle, parce qu'il y a eu pas mal de conflits, et puis justement ils vous disent un petit peu ce qui s'est passé et quelles ont été les mesures à ces époques-là. Alors, je vous propose tout de suite d'aller voir un petit peu comment s'est passé l'indemnisation des sinistrés pendant du coup la Révolution en 1792. Alors, ce qu'on vous dit ici sur l'indemnisation des sinistrés, alors je vous laisserai un petit peu lire tout ça, mais moi ce qui va m'intéresser ça va être ça. Le décret du 11 août 1792 qui règle les indemnités accordées aux citoyens qui auraient perdu dans le cours de la guerre tout ou partie de leur propriété constitue la première loi sur les dommages de guerre. Il proclame un des fondements du droit à réparation, la solidarité nationale. Sous-entend l'autre, l'égalité devant les charges publiques.
La loi du 31 juillet 1792 posait déjà dans son préambule le principe de fraternité des citoyens rendant commun au corps social tout entier dommages occasionnés pour la cause commune, etc., etc. Alors, là ça devient vraiment intéressant. Seules les destructions du fait de l'ennemi donnent droit à dédommagement, à l'exclusion de celles provenant des armées nationales. Ce qui veut dire qu'en gros, vous allez être remboursé si justement c'est les ennemis, c'est les ennemis de la nation qui ont détruit votre bien immobilier. Si c'est l'armée, par exemple française, dans un conflit mondial qui avait détruit votre immeuble, votre appartement, là déjà on voit que il n'y a pas forcément de dédommagement. Les secours et indemnités sont proportionnés à la fortune qui reste aux citoyens après la dévastation, à leurs besoins et aux pertes qu'ils auront éprouvées. Ok, donc plus t'as perdu, plus l'indemnité est grande, c'est globalement ce qu'on dit. Seuls les citoyens chargés d'une fonction publique et ceux qui portent les armes pour le service de la patrie obtiennent une réparation intégrale. Alors, ce qui veut quand même dire ici que toutes les personnes qui ont bossé dans le service public ou qui ont porté les armes, qui ont été soldats en fait pendant le conflit, eux, si la maison valait 200 000, ils sont remboursés de 200 000. Les autres, ils sont remboursés, mais c'est un petit peu à la gueule du client. C'est-à-dire que ça peut être peut-être 70%, ça peut être 80%, enfin voilà. Il n'y a pas de règle précise, mais on vous explicite qu'en 1792, le remboursement intégral, c'était pour les gens qui bossaient dans la fonction publique ou qui ont pris les armes pour la patrie. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment ça s'est passé pour les sinistrés de la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, c'est que à la suite de différents entre guillemets projets de loi qui se sont succédés justement, comme vous le voyez ici, à la Chambre des députés au Sénat entre 1917 et 1918, on a eu une loi qui est dite la Charte des sinistrés, la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par faits de guerre, dite Charte des sinistrés. Donc du coup, après la Première Guerre mondiale, il y a eu remboursement, il y a eu dédommagement pour les sinistrés et via cette charte des sinistrés. Globalement, les dommages qui étaient indemnisés sont les dommages suivants. Donc vous le voyez ici, première catégorie, les réquisitions. Donc tous les biens qui ont été réquisitionnés par l'ennemi, prélèvement en nature, quelle que soit la forme, occupation, logement, cantonnement, impôts, si l'ennemi vous avait fait payer des impôts, vous pouviez demander dédommagement, contribution de guerre, amende, voilà. Et ça concernait les particuliers et les collectivités. Donc ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, dommages aux biens meubles. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la catégorie suivante, mais enfin, on sait jamais si certains d'entre vous ont justement des animaux, etc. Donc récolte, arbres, animaux, matières premières, marchandises, meubles, valeurs mobilières, dommages causés par l'enlèvement ou la destruction. Tout simplement, voilà, l'ennemi vous a volé vos meubles, vos marchandises, vos matières premières, etc. Vous pouviez être indemnisé. Troisième catégorie, dommages aux biens immobiliers, donc immeubles bâtis ou non, y compris forêts, outillage, accessoires et animaux appartenant à une exploitation commerciale, industrielle ou agricole. Quatrième catégorie, dommages dans les zones frontalières. Cinquième catégorie, dommages aux bateaux armés, à la petite pêche. Bon, globalement, vous l'aurez compris, après la Première Guerre mondiale, si vous aviez subi des dommages, si en gros votre bien immobilier avait été tout simplement détruit, fait de la guerre, vous pouviez demander réparation. Il y avait la charte justement des sinistrés et vous pouviez récupérer justement quelque chose. Alors, comment ça se passait pour justement récupérer son argent? Comment est-ce que ça se passait pour être indemnisé? Alors, pour être indemnisé, comme vous le voyez en fait dans la suite du document, il fallait passer devant une commission cantonale. Donc globalement, qu'est-ce que c'est? Vous passiez devant une commission, ok? Donc cette commission était censée un petit peu recueillir votre déposition, votre demande d'indemnité. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble juste après. Donc alors attendez, je vais juste descendre un petit peu et je vais vous le montrer tout de suite. Une demande d'indemnité, ça ressemble à ça. Et en fait, dans cette demande d'indemnité que vous alliez soumettre à cette espèce de commission cantonale, vous alliez dire, voilà, moi globalement, il y a ça que je réclame, il y a ça que je réclame, il y a ça que je réclame. Et on allait ensuite, cette commission allait décider justement si vous touchiez vos indemnités ou pas, si on allait vous dédommager pour la perte subie ou non. Donc ça, c'était en 1919. Alors, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, du coup, vous le voyez ici, la loi numéro 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, votée par la Seconde Assemblée Constituante, pose le principe de l'égalité et de la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre et ouvre le droit à réparation intégrale pour tous les dommages, certains matériels et directs causés aux biens immobiliers et mobiliers par les faits de guerre. Les dommages d'occupation sont assimilés aux dommages de guerre dans l'article 6
etc., etc. Bon, globalement, l'idée, c'est qu'en gros, après la Seconde Guerre mondiale, si vous aviez subi un préjudice et que justement votre bien immobilier avait été détruit, vous auriez pu prétendre à des indemnités. L'idée à retenir, c'est que, effectivement, si demain il y a une guerre, vous ne serez pas remboursé par votre assurance, parce que l'assurance, votre assurance, dans tous les cas, elle n'est pas obligée de le faire, et votre assurance habitation, elle ne couvre pas le risque de guerre. Par contre, en revanche, en général, ce qui se passe, c'est qu'après une guerre, bon, si on la gagne, hein, je suppose, l'État met en place tout un tas de mesures d'indemnité qui vous permettent potentiellement de récupérer une partie de ce que vous avez perdu, voire même de récupérer l'intégralité de ce que vous avez perdu. Attention, vous l'avez bien compris, dans le passé, il fallait présenter son dossier devant une commission. Cette commission allait ensuite décider du coup du montant du préjudice et du taux d'indemnisation. Est-ce que c'est une indemnisation intégrale? Est-ce que c'est une indemnisation partielle? Bon, c'est un peu à la gueule du client, ou enfin voilà, ça dépend quand même d'un tiers. Donc, si vous avez un très gros patrimoine immobilier et qu'il y a une guerre en France, ne vous attendez pas forcément à être remboursé à 100% sur tout ce que vous avez perdu. Ce qui pourrait paraître logique, c'est que vous récupériez peut-être 50, 60, 70%, parce que sur certains biens, vous allez être remboursé à 100% et indemnisé à 100% par l'État. Peut-être que sur d'autres, la commission estimera que la valeur de votre bien, elle est peut-être inférieure à ce que vous aviez estimé. Bon, ça, c'est un petit peu du hasard. Donc, vous allez très probablement recevoir une compensation et une indemnisation de la part de l'État s'il y a une guerre demain, et puis si je suppose qu'on gagne la guerre, parce qu'après, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Mais derrière, l'indemnisation, elle n'est pas forcément garantie d'être super favorable et en votre faveur. Elle sera, à mon avis, juste, voilà, ça permettra de limiter un peu les dégâts et repartir sur quelque chose de pas trop dégueu. Hein. Bon, après, sachant que le marché, en général, après une guerre, tendance à exploser, ça peut peut-être aussi compenser votre peine et la souffrance que vous avez endurée pendant ces quelques années. Alors, le deuxième risque que vous pouvez justement subir sur votre immobilier en période de guerre, c'est le blocage des loyers. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, un moratoire, c'est-à-dire un délai de paiement, avait été voté pour les combattants et leurs familles. Le but, c'était quoi? C'était que les hommes qui allaient se battre au front pouvaient payer leur loyer justement avec un délai de paiement et bien évidemment ne pas mettre leur famille tout simplement à la rue parce que les hommes n'étaient plus à la maison pour payer le loyer. Donc ça, c'est ce qui avait été fait pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire se corse parce que en 1918, donc du coup à la fin de la Première Guerre mondiale, tous ces loyers qui n'avaient pas forcément été payés, donc ces loyers arriérés qui s'étaient accumulés de 1914 à 1918, étaient trop importants à régler et ne le furent pas. Donc les gens qui devaient payer en fait ces loyers en décalé de 1914 à 1918 et qui avaient le droit à ce délai de paiement parce que les hommes étaient partis se battre au front, au final ils n'ont pas pu le payer, pour diverses raisons, hein. Des raisons très logiques. Les hommes sont soit morts, soit tout simplement la situation économique de la famille ne le permettait plus, ça paraissait évident. Mais du coup la dette des locataires était importante et ce qui s'est passé c'est que ces dettes ont été effacées et l'État a versé une compensation équivalent à la moitié des loyers perdus par les propriétaires. Donc les propriétaires de 1914 à 1918, ils n'ont pas reçu ces loyers-là. Et globalement, l'État a effacé la dette, a dit aux propriétaires, bon écoute, les familles te payeront pas le loyer, mais moi je te verse la moitié de ce qu'ils auraient dû te verser, et puis tu m'emmerdes pas. Contexte un peu sanglant, hein. La France perd des millions et des millions d'hommes. Bon, c'était le prix à payer. Le 9 mars 1918, du coup, à l'aube de la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement décide aussi d'une autre mesure qui est très importante et qui va être capitale, c'est que la France va du coup bloquer les loyers de façon indéfinie. Le problème du blocage de ces loyers, c'est que ce blocage de loyers va provoquer une grave crise du logement en France et décourager la construction de logements neufs pendant un peu plus de 30 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous bloquez les loyers, vous bloquez tout simplement le rendement d'un actif qui est ici l'immobilier. Du coup, ça n'encourage pas à investir dedans parce que pendant la même période, entre 1914 et on va dire 1945 pour faire simple, pendant cette grosse période de guerre, il y a eu beaucoup d'inflation. Année après année, tout coûtait de plus en plus cher. Mais les loyers du coup étaient bloqués, donc ne suivaient pas. Donc vous aviez des coûts qui augmentaient, des matériaux qui augmentaient, mais les loyers, donc les revenus qui ne suivaient pas. Les propriétaires ont donc décidé, et ils ne pouvaient pas en fait parce que c'était pas rentable, laisser leurs biens, de ne pas faire de travaux entre guillemets d'entretien, hein, d'entretenir leurs biens, parce que ça coûtait trop cher. Le prix des matériaux explosait avec l'inflation, mais les revenus que payaient les locataires n'augmentaient pas, et du coup le parc immobilier français est devenu vétuste, et pendant plus de 30 ans, du coup il s'est tout simplement détérioré. 1948, après la guerre, et à cause d'une forte inflation due justement à cette même guerre, les locataires français ne versaient en moyenne que 2% de leurs revenus dans leur loyer contre 15 à 20% en 1914. On dit même souvent que pendant cette période-là, les Français ils dépensaient quasiment 7 fois plus en tabac chaque mois que dans leur loyer. Et du coup, est arrivé ce qui devait arriver. En 1948, du coup, après la
Seconde Guerre mondiale à nouveau. Une nouvelle loi est passé et a permis de libérer le blocage des loyers et a relancé de façon massive le marché de la construction en France, permettant ainsi du coup de combattre la vétusté du parc immobilier français et puis du coup de permettre aux gens d'accéder à des logements qui étaient plutôt qui étaient plus insalubres mais salubres, qui étaient plus modernes, etc., quitte à ce que ça coûte plus cher, mais au moins vivre dans mobilier décent. Donc un des risques qu'on pourrait voir en guerre, hein, si justement demain il y avait une guerre mondiale et que la France était touchée, c'est le fait qu'on envoie massivement des soldats aller se battre et qu'on bloque du coup les loyers, et qu'on bloque les loyers très longtemps dans le temps. Ce qui serait cool du coup pour les locataires, ce qui serait cool pour les locataires qu'à court terme, puisqu'à long terme ça ne serait pas cool pour eux. Les dépenses d'entretien deviendraient trop chères à cause de l'inflation et du coup du fait que les revenus n'augmentent pas avec cette même inflation, et du coup les propriétaires seraient tentés, comme c'était le cas entre la première et seconde guerre mondiale, seraient tentés de laisser leurs biens du coup insalubres, dégueulasses, parce que c'est plus rentable pour eux, donc du coup les Français paieraient moins cher leur loyer, mais par contre vivraient dans des conditions forcément vétustes, on ne peut pas tout avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et puis à la commenter, ça nous aidera pour le référencement. Plus vous mettez des commentaires, plus vous likez la vidéo, la partagez, plus YouTube nous permettra de la mettre en avant dans les contenus que la plateforme suggère aux autres auditeurs. Et puis si les analyses macroéconomiques vous plaisent, je vous invite à nous rejoindre sur Le Point Macro, c'est notre newsletter gratuite. On envoie tous les lundis et dans laquelle justement on fait des analyses un peu décalées sur différents thèmes d'actualité. Ça peut être justement le conflit Troisième Guerre mondiale, ça peut être les actions, ça peut être l'immobilier, tous les thèmes d'actualité qui nous intéressent et qui nous concernent. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente continuation et je vous dis à très bientôt sur Ultra Bourse. Ciao.